Moi, je propose qu'on commence parce qu'après, sinon, on va être en retard sur sur le Bonjour, timing. Bonjour à tous. désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de souci. Je vous propose qu'on commence. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité donc de consulter le replay sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, voilà, s'il y a des impératifs, on comprend. J'en profite du coup, hop, pour vous mettre le lien de notre chaîne YouTube dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé de l'actualité des événements que l'on organise tout au long de l'année. Donc, si je reprends aujourd'hui, donc bienvenue à tous. On se voit aujourd'hui pour parler sur la thématique 10 astuces pour remporter vos appels d'offres publics. Donc, je me présente, je suis Olivier Optoman, je travaille pour Marne Développement, agence de développement économique de la Marne. Nous accompagnons gratuitement les entreprises industrielles sur le territoire marnais dans leurs projets de développement. Et c'est ainsi que nous avons accompagné 250, l'année dernière, 250 projets sur le territoire. Donc aujourd'hui, ce webinaire vous est présenté dans le cadre du pôle commande publique Grand Est, dont Marne Développement et Point Information, avec Angelina Herveux et moi-même pour Marne Développement. Nous avons organisé cet événement en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Champagne-Ardenne, avec la Chambre des métiers de l'artisanat Grand Est et avec la CRES. Également, nos intervenants et partenaires sont Stéphane Pastor, chef de projet réseau commande publique Grand Est, qui interviendra en deuxième partie. Et enfin, avec notre intervenante principale, Stéphanie Zampieri, gérante d'Economise Erosi, que nous remercions. Donc, l'objectif est de vous transmettre des informations concrètes pour qu'elles répondent à vos attentes et à vos objectifs pour remporter des appels d'offres, essentiellement publics, et vous permettre de vous développer, mais également de vous représenter le pôle commande public Grand Est et l'agrégateur Apogée. Donc, le partage du programme est fait. Merci pour votre intérêt. Nous sommes une trentaine de participants, donc on voit que la thématique intéresse. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions, hein, on est entre nous. Vous pouvez intervenir donc via les commentaires sur le webinaire, ou alors tout au long de l'année, vous aurez des coordonnées à la fin de la présentation. Et vous aurez aussi, après le webinaire, l'ensemble des présentations qui vous seront faites par Stéphanie et Stéphane. Stéphanie, je vous laisse vous présenter et enchaîner sur votre présentation. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, bonjour à tous. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis donc Stéphanie Zampieri. Je dirige l'entreprise Economise Erosi. On est basé dans le Grand Est et on a pour cœur de métier d'accompagner à la fois les acheteurs publics, les collectivités sur les appels d'offres et les subventions. Et on fait la même chose avec une autre casquette sous couvert d'Economise pour accompagner les entreprises pour voilà, trouver et répondre en fait aux appels d'offres. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais pouvoir en fait vous donner 10 petites astuces pour remporter vos appels d'offres. Je vais essayer d'être la plus pédagogue possible et je vais surtout vous partager un petit peu les expériences, le vécu et puis voilà, des petits conseils slide après slide pour que vous puissiez en fait sortir de ce webinaire avec les clés pour pouvoir gérer par vous-même voilà, cette volonté de trouver et de répondre aux appels d'offres. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, à poser vos questions. Voilà, si c'est interactif, tant mieux. Ça sera d'autant mieux pour rentrer dans des détails ou vous donner des explications supplémentaires. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, 10 petites astuces pour remporter vos appels d'offres. Vous imaginez bien que sur ce sujet, on pourrait en parler des heures, mais on va essayer de synthétiser tout ça. Donc, je suis allée à l'essentiel en ciblant quelques points principaux. Le premier, c'est mettez en place une veille efficace. Donc, effectivement, c'est toujours le point de départ, c'est pouvoir trouver ces fameux appels d'offres ou avoir l'information qu'un appel d'offres qu'une collectivité a besoin d'acheter, de réaliser des travaux, etc. Donc, il faut pour ce faire essayer d'avoir l'information. Et pour ce faire, on a donc des plateformes, des outils en ligne
pour essayer d'aller retrouver en fait ces marchés. Donc, Monsieur Pasteur tout à l'heure vous donnera des exemples de plateformes, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, pour ce faire, il faut effectivement vous enregistrer, mettre des mots-clés, présenter votre entreprise pour que les appels d'offres qui soient ciblés soient le plus personnalisés possible et éviter de vous noyer dans une multitude de dossiers d'appels d'offres parce qu'il y a effectivement beaucoup d'achats qui sont passés chaque jour par les collectivités du Grand Est et d'ailleurs. Donc, il faut vraiment voilà, essayer de cibler et de ne pas manquer des belles opportunités. Donc, généralement, les informations de marché qui sont publiées sont des marchés qui sont supérieurs à 40, entre 40 et 90 000 euros parce qu'il y a des publicités obligatoires pour les collectivités. Donc, vous allez principalement trouver des gros appels d'offres sur ces plateformes de publicité. Ensuite, pour tout ce qui est petits appels d'offres, on va avoir effectivement des marchés qui sont inférieurs à 40 000 euros et sur lesquels les collectivités peuvent faire du gré à gré, c'est-à-dire qu'elles peuvent consulter en direct telle ou telle entreprise. Et là, il va falloir effectivement, des fois sur les plateformes, il y a quand même des petites consultations qui sont publiées, donc vous pouvez en trouver quelques-unes. Sinon, il va falloir effectivement aller rechercher par d'autres moyens, vous faire connaître auprès des collectivités pour aller décrocher ces petits appels d'offres. Mais la veille, vraiment, c'est un des impondérables de la commande publique, c'est d'aller vous en pour cibler vos appels d'offres. Le second point, une fois que vous avez trouvé ce fameux appel d'offres qui vous correspond, vous avez eu une alerte, vous avez obtenu votre dossier de consultation, c'est ce qu'on appelle communément des DCE, et dans lequel vous allez trouver plein de documents. Dans ce dossier de consultation, vous allez trouver ce qu'on appelle un CCTP, le cahier de charges, qui va expliquer effectivement les besoins de l'acheteur, et ensuite vous allez trouver d'autres documents. En particulier le règlement de la consultation. On verra un détail tout à l'heure parce que c'est principalement le document qui va vous guider pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez répondre et qu'est-ce que l'acheteur attend de vous. Donc, on va le regarder en détail tout à l'heure, mais vous allez retrouver aussi ce qu'on appelle l'acte d'engagement. C'est un petit peu le contrat de ce marché-là. Le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières qui, lui, va vous donner des mentions sur les garanties, les assurances attendues, sur un petit peu tout ce qui va être plus contractuel sur ce marché, c'est le CCAP. Et vous allez ensuite trouver, bien sûr, des pièces financières, des bordereaux de prix, BPU, DQE, détails estimatifs quantitatifs, des DPGF, des pièces avec des demandes de prix globales et forfaitaires. Donc, vous allez trouver, en téléchargeant ce dossier de consultation, un ensemble de pièces. Et vraiment, si je peux vous donner un second conseil, c'est d'étudier chacun des documents. Je sais qu'en tant qu'entreprise, vous allez tout de suite vous plonger sur le cahier de charges, sur le CCTP, mais par contre, en ne regardant pas attentivement l'ensemble du reste des documents, eh bien, vous allez pouvoir passer à côté d'informations concernant des délais attendus, des pénalités, des validités d'offres, etc. Et toutes les contraintes et les atouts de ce marché sont détaillés dans ce dossier de consultation. Donc, mon deuxième conseil, il est vraiment de lire l'intégralité de ce dossier et de peut-être même l'imprimer, vous surligner en fait les documents, les points importants et ne pas vous concentrer uniquement sur le cahier de charges. C'est vraiment important. Toutes les informations ne se trouvent pas dans ce document-là. Donc, je voulais donc faire un petit point, un petit zoom sur le règlement de la consultation. Donc, c'est un document qui n'est pas contractuel, vous n'avez pas besoin de le signer ou le renvoyer, mais par contre, il va vous donner une multitude d'informations sur cette consultation particulière. Au départ, bien entendu, il y a l'objet de la consultation. Donc, il va vraiment préciser de manière détaillée l'objet de cette consultation et vous allez rapidement pouvoir vous faire une idée de ce qui est attendu. Dans un deuxième point, on a les modalités de participation. Donc là, on va aussi pouvoir vous dire, parce qu'il y a des marchés qu'on appelle réservés et sur lesquels vous auriez bien souhaité répondre, mais en lisant en fait ces modalités de participation, vous vous apercevez que c'est un marché qui est réservé à un public particulier, voilà, à des ESAT, à des CAT ou à des personnels d'insertion. Et dans ce cas-là, ça vous évite de perdre votre temps aussi et de commencer à compléter un dossier qui ne vous correspondrait pas.
À côté de ça, vous pouvez aussi voir qu'on vous demande certains niveaux de certification ou un certain niveau de chiffre d'affaires pour participer. Donc, dans le règlement de consultation, vous allez aussi pouvoir voir s'il est opportun pour vous, pour votre structure, sa taille et sa particularité, de répondre et de soumissionner à ce dossier de consultation, à ce marché. Ce qui est important aussi, c'est les délais de réponse, hein. Le délai de réponse est mentionné dans le règlement de la consultation. Pour un appel d'offres qui est en ligne, vous avez une date et une heure limite pour déposer votre dossier. À la minute près, votre dossier sera refusé et vous aurez travaillé pour rien. Donc, il est vraiment important de pouvoir planifier ce délai de réponse et de savoir si, au sein de votre entreprise, vous êtes en capacité de répondre dans le délai. Donc, c'est vraiment un point important. Le troisième point du règlement de la consultation, ce sont les critères de sélection des candidatures et des offres. Donc, sur ce point-là, on va vous expliquer comment vous allez être évalué, noté. Il faut savoir que dans un appel d'offres, l'acheteur public va choisir le candidat qui finalement aura été classé premier. Donc, ça peut être premier sur le prix, mais aussi premier sur la qualité technique, sur les délais qu'il aura pu proposer, sur son expérience. Donc, il y a plein en fait de critères de sélection qui vous sont présentés avec des pondérations. Et ça vous permet de voir aussi si, par exemple, vous avez une pondération sur 100 points et que vous avez 70 points sur le prix, eh bien, vous allez pouvoir voir à cette lecture-là que l'acheteur public attend une offre très économique. Donc, vous allez devoir mettre un prix assez agressif pour être bien noté. Par contre, quand vous voyez à contrario un dossier de consultation sur lequel vous avez un prix qui est à 30 et une qualité technique à 70 points, eh bien là, vous allez pouvoir mettre en avant des produits ou une qualité de service supérieure parce que l'acheteur vous indique ici que ce qu'il attend, c'est vraiment une qualité de travail ou une qualité de produit. Ensuite, le quatrième point, ce sont les délais et les calendriers. Donc, vous avez certes les délais de réponse que je vous avais expliqué tout à l'heure, mais il y a aussi les délais de la réalisation de l'opération et du marché. Si c'est un accord cadre, c'est-à-dire que c'est un marché qui est reconductible sur plusieurs années, eh bien, on vous explique aussi sur quelle durée d'engagement vous allez être tenu de travailler avec ce même acheteur public. Ou alors, sur quel délai vous devez réaliser le travaux et le chantier qui vous a été proposé. Donc, c'est vraiment important de regarder précisément aussi cette partie calendrier et délai. Ensuite, les modalités de remise des offres. Alors là, il va vous expliquer comment répondre et comment transmettre votre offre. Donc, tout se passe aujourd'hui sur des plateformes, hein, sur les plateformes sur lesquelles vous avez la veille dont on a vu tout à l'heure. C'est la même plateforme sur laquelle vous allez devoir déposer votre réponse avec tous les éléments qui vous auront été listés dans le règlement de la consultation. Et ça va vous expliquer si vous avez besoin d'une signature électronique, si vous avez besoin de tel et tel format de réponse ou si l'acheteur attend un classement particulier dans vos dossiers. C'est vraiment important de vous attacher aussi à répondre conformément à ce que l'acheteur vous a demandé. Ensuite, vous allez aussi pouvoir avoir un point 6, les renseignements complémentaires et les clarifications. Ça vous invite à vous expliquer, à vous dire, prenez contact avec l'acheteur si vous avez des questions et voilà quelle est la procédure à suivre pour pouvoir aller poser vos questions pour être sûr d'avoir bien compris l'ensemble du dossier de la consultation. Ensuite, il peut y avoir des points sur les variantes et les options. Alors là, on va vous dire, est-ce que vous avez le droit, en plus du cahier de charges qui est présenté, des attentes de l'acheteur initial, eh bien, vous allez pouvoir faire une offre variantée, une offre variable sur laquelle vous allez proposer soit en plus de l'offre initiale, soit à la place de l'offre initiale, un autre produit, une autre modalité de réalisation de travaux, etc. etc. On vous dit ici, oui ou non, vous pouvez proposer des variantes à ce qui est précisé dans le cahier de charges. On peut aussi retrouver, par exemple, des options. Ici, les options, ça va être, voilà ce qu'on attend de vous en chiffrage complémentaire. Et on va décider par la suite, en fonction du prix, etc., si on va ou pas réaliser et choisir cette option. Vous avez ensuite aussi une partie sur la langue de la consultation, parce que plus le montant de votre marché va être élevé, plus en fait on va s'ouvrir en fait à une publicité au-delà du national européenne. Et on précise effectivement si les documents de la consultation doivent être rédigés en français, en anglais, etc. Vous avez toujours aussi une partie cautionnement. Donc là, on peut aussi vous demander des garanties de soumission ou des cautionnements bancaires
Donc là, c'est important aussi de ne pas passer à côté de cet article pour être sûr d'avoir pris toutes les précautions pour pouvoir soumissionner correctement. Et ensuite, vous avez un 10e point qui est important dans le règlement de consultation, c'est les litiges et les recours, et qui vous explique la marche à suivre en cas de problème, si vous n'avez pas été choisi ou si vous voyez des problèmes dans le dossier de consultation, des irrégularités. Eh bien, on vous donne un petit peu les voies de recours possibles. Donc, vous voyez que cette pièce, le règlement de la consultation, eh bien, il est loin d'être anodin et il faut vraiment vous attacher à lire chaque point, à les comprendre et à poser des questions si jamais ce n'est pas clair. Merci Stéphanie, effectivement. Donc, c'est un petit peu les règles du jeu du marché public, en fait, hein, Tout à fait, si on c'est le veut bon terme, oui. synthétiser. Oui, c'est ça. Et est-ce que les informations par rapport à des groupements possibles, ou est-ce qu'on va le retrouver dans cette partie-là ou pas? Oui, 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 tout à fait. Donc, moi, j'ai essayé de cibler 10 petits points pour pas trop Oui, très m'étendre bien. aujourd'hui, mais effectivement, le fait de pouvoir ou pas vous grouper, et si vous avez l'intention de vous grouper, à savoir si c'est un groupement solidaire ou non, etc., tout ça, c'est précisé dans le règlement de la consultation. C'est vraiment, au-delà des règles du jeu, c'est comment vous allez devoir répondre et qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Ok. Merci, je vous laisse continuer. Merci. Le point suivant, le point numéro 3, c'est préparez-vous à répondre. Pourquoi? Parce que souvent, on a quand même des délais qui peuvent vous sembler assez courts, parce qu'à partir du moment où vous avez identifié un marché qui pourrait vous intéresser, le temps de récupérer le dossier, de l'analyser, etc., eh bien, on se retrouve facilement avec des délais d'une quinzaine de jours pour pouvoir préparer sa réponse, obtenir les prix de ses fournisseurs, etc. Et donc, il est intéressant d'avoir en fait au sein de votre collectivité, de votre structure, de votre entreprise, une personne qui est dédiée, une personne pilote qui va pouvoir centraliser tout ça et surtout anticiper en préparant au moins sur la partie administrative quelques dossiers de réponse qui sont plus qu'à personnaliser, je dirais, en fonction de l'acheteur public. Donc, c'est bien d'avoir au sein de votre structure quelqu'un qui prend l'habitude de traiter ces données-là et qui connaît plus ou moins, je dirais, les règles de la commande publique de manière à avoir cette lecture un petit peu plus professionnelle du document. Donc, c'est vraiment important de ne pas laisser voilà, de manière aléatoire la décision de répondre ou pas, mais également de vous préparer et de monter le dossier de réponse. Chacun dans sa compétence, je dirais. Ensuite, quand vous voyez dans un dossier qu'il y a besoin d'un certificat de signature électronique, hein, c'est souvent dans les procédures formalisées, si vous n'en avez pas déjà une, avec un niveau en fait suffisant pour pouvoir signer vos documents, eh bien, ça va prendre un certain temps pour la commander, pour la mettre en place. Donc, il faut aussi anticiper cette partie-là. Et puis, moi, je vous propose aussi de vous entraîner sur les profils acheteurs, c'est-à-dire que toutes les plateformes de veille dont on a parlé tout à l'heure, vous permettent à la fois de trouver des appels d'offres, mais aussi d'avoir des sortes de formules tests pour pouvoir essayer votre matériel informatique, vous habituer en fait à l'ergonomie de cette plateforme-là et vous allez pouvoir tout facilement déposer, reprendre des documents, poser des questions-réponses. Donc, vous allez en fait vous habituer à la plateforme de publication et quand ce sera le moment de répondre, de déposer votre offre, eh bien, vous serez prêt. Et il faut surtout bien anticiper. Hein. Ça, c'est un petit peu le mot-clé. Avoir une personne un petit peu, un homme clé dans la structure qui ait cette casquette-là et qui va pouvoir dispatcher, par exemple, au commercial, la réalisation des devis, la récupération des pièces techniques à la personne technique, la direction pour valider l'offre, signer les documents, etc. Mais une personne clé qui puisse centraliser et gérer tout ça, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, sur le 4e point, la 4e astuce, c'est personnaliser chaque réponse. Alors là, c'est vraiment important pour avoir effectivement par expérience ces 2 casquettes. Hein, je suis autant dans l'accompagnement de la rédaction des appels d'offres, mais du coup, j'analyse aussi beaucoup de réponses transmises par les candidats pour pouvoir les noter, etc. Et c'est vraiment dommage de voir aujourd'hui encore beaucoup de réponses qui sont des copier-coller de plusieurs marchés et on passe à côté soit d'un besoin, soit voilà, c'est vraiment trop standardisé pour pouvoir valoriser votre réponse et vos capacités. Donc, adaptez vraiment la réponse en fonction des besoins. Une fois que vous avez lu le règlement de la consultation, vous avez identifié ce qu'on attend de vous et vous avez vu votre cahier de charge, le CCTP, avec l'ensemble des documents, des éléments techniques, travaux, etc., qui sont demandés. Voilà, il vous est tout à fait possible d'avoir
ce qu'on appelle la réponse, ça s'appelle souvent le mémoire technique de l'entreprise. Alors, vous pouvez avoir un mémoire un peu standard qui présente votre structure, qui présente votre équipe, etc. Mais essayez d'avoir un second document qui est vraiment du sur-mesure par rapport à l'appel d'offres qui a été construit. Reprenez l'identification de l'acheteur public avec son logo, essayez de reprendre des noms de contacts, mettez en avant un petit peu votre équipe, etc. Mais essayez vraiment de faire du sur-mesure et de coller et de faciliter la lecture de l'acheteur. Il faut se dire que l'acheteur ou la personne qui va analyser en fait l'ensemble des documents de réponse, eh bien, va devoir ensuite, au bout de, je sais pas, elle peut avoir une dizaine ou une quinzaine de dossiers à étudier et elle a en fait une grille de notation, hein, les fameux critères qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il faut essayer de lui faciliter la tâche pour qu'elle trouve facilement les informations et qu'elle puisse vous donner le plus de points possible pour avoir montré que vous avez bien compris ses attentes. Donc, il faut vraiment même reprendre, je dirais, en préambule de votre réponse, nous avons bien compris vos besoins, vos contraintes, etc. Et voilà la réponse que nous vous proposons. C'est vraiment important et ça valorise votre proposition et ça va automatiquement vous donner des meilleures notes. Ensuite, l'astuce suivante, valoriser votre expérience et vos compétences. C'est un petit peu dans la même lignée de ce qu'on a vu à l'instant. C'est que dans votre réponse, elle soit à la fois personnalisée par rapport au cahier de charges qui est attendu, mais aussi essayer de mettre en avant votre expertise, votre équipe. N'hésitez pas à mettre des photos de votre équipe, des organigrammes, de joindre des CV, des expériences, même des attestations en fait de référence sur des projets similaires que vous auriez eus. Tout ça, ça va rassurer l'acheteur et ça va en fait vous crédibiliser. Donc, on va automatiquement se dire, en lisant votre offre, eh bien, je vois qu'on a une équipe avec voilà, des visages ou des compétences qui sont correctes par rapport à mes attentes. On a de l'expérience passée. L'acheteur va pouvoir aussi, grâce à ça, passer peut-être quelques coups de fil pour faire du contrôle de référence. Il faut savoir que ça se fait régulièrement. Donc, plus vous allez lui faciliter la tâche pour aller vérifier que vos expériences passées sont pertinentes et mieux ce sera. Donc, n'hésitez surtout pas à faire tout un chapitre dans votre réponse sur qui va intervenir sur le chantier, qui va être le chef d'équipe, qui va être l'interlocuteur privilégié du marché, quelles sont les références locales ou similaires qu'on a déjà eues pour montrer que pour vous, il n'y a pas de problématique à vous positionner sur ce marché. Ensuite, le point 6, c'est répondez aux exigences environnementales et sociales. Donc, pour ceux qui ont déjà un petit peu pratiqué la commande publique, vous voyez que ce sont des obligations aujourd'hui des acheteurs publics d'intégrer des clauses environnementales ou des critères de sélection environnementale et sociale dans les marchés. Eh bien, vous, il va falloir aussi, comme c'est une obligation de l'acheteur, vous allez le voir dans plus en plus de marchés, eh bien, il faut que vous, en tant que répondant, eh bien, vous ayez je dirais, une charte entreprise déjà qui prouve que ces valeurs-là vous tiennent à cœur et que vous êtes engagé dans des démarches qui sont cohérentes avec les attentes de l'acheteur, mais aussi essayer de cibler, je dirais, des réponses qui sont spécifiques au marché. Je prends un exemple. Quand on va lancer, par exemple, un marché de renouvellement d'un parc informatique ou de gestion de serveurs informatiques, etc., eh bien, vous, dans votre réponse, si vous êtes effectivement sur ce créneau-là, vous allez au-delà de vos certifications et du fait que vous faites le tri ou que votre personnel utilise des véhicules propres ou du covoiturage. Ce n'est pas vraiment ce qu'attend l'acheteur. L'acheteur, il va attendre une réponse de votre part sur, par rapport à votre métier, quelles sont les démarches que vous mettez en œuvre? Par exemple, est-ce que vous allez mettre en avant des chambres de refroidissement très énergivores pour les serveurs, par exemple, ou est-ce que vous allez expliquer que vous utilisez du matériel reconditionné, que vous avez des reprises, des garanties après utilisation, etc. Voilà, il faut vraiment essayer de cibler vos réponses. Là, je parle du volet environnemental, notamment sur le métier et sur le sujet de l'appel d'offres auquel vous répondez. Et sur la partie sociale, on a surtout des clauses d'insertion sociale. On vous impose de concevoir, enfin de donner tels et tels volumes horaires à du personnel en insertion. Eh bien, vous allez être guidé en fait souvent par des structures spécialisées là-dedans. Donc, vous allez vous laisser porter par leurs conseils et vous allez être mis en relation avec des structures qui vont vous guider là-dedans. Donc, il faut juste vous engager
à répondre avec tant et tant d'heures dédiées à du personnel social, et tout le reste, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. En fait, ça sera fait en adéquation avec l'acheteur public. Hein, donc, aucune crainte à ce niveau-là. Il faut juste garantir que vous allez respecter les demandes qui ont été faites. Ensuite, sur le point 7, c'est soyez conforme aux exigences Peut-être, administratives. Stéphanie, Oui, excusez-moi, je reviens sur le point précédent. On oui. peut peut-être préciser que dans certains cas, on peut aussi avoir des lots dédiés sur ces critères-là aussi, si on peut en parler 30 secondes. Bien sûr, tout à fait. Donc, il y a, en fait, dans les exigences environnementales et sociales, c'est soit des clauses qui sont dans le marché, donc dans le fameux CCAP que je vous ai parlé tout à l'heure, le cahier des clauses administratives particulières, où on va vous imposer le respect de temps et temps d'insertion ou de temps et temps de certification environnementale, etc. À côté de ces clauses, qui sont des obligations de respect, eh bien, vous allez avoir en fait des critères de sélection dans le règlement de consultation qui vont être dédiés aux valeurs environnementales ou aux valeurs sociales. Donc, vous allez bénéficier d'une note qui va être dédiée à ce critère en particulier. Donc, ça va être d'autant plus important pour vous de préparer cette fameuse charte ou de construire toute une réponse à l'acheteur public pour essayer d'obtenir la meilleure note possible pour lui prouver que vous êtes en capacité de répondre sur ce volet environnemental ou social. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, en fait, on a dans le règlement de la consultation des exigences par rapport à ça, mais on peut aussi avoir des lots dédiés, par exemple Ah pour des oui, entreprises spécialisées d'insertion ou autres, où là, effectivement, on n'aura ça sera réservé vraiment à ce personnel-là, en fait. Hein. tout à Voilà. fait. C'est soit, comme je l'avais dit tout à l'heure, en termes d'éligibilité, des marchés réservés Mm. entièrement. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin effectivement de vous positionner si vous n'êtes pas dans ce cas-là. Par contre, il peut y avoir dans l'ensemble du marché un lot. Il faut savoir qu'un appel d'offres, c'est un marché. Un appel d'offres. Et dans ce marché, il va y avoir plusieurs lots qui vont être, eux, des marchés à part entière. Ils vont être ensuite indépendants les uns des autres. Et on peut avoir du coup Des lots des spécifiques critères dédiés. d'évaluation qui soient différents d'un lot à l'autre aussi. Tout à fait, tout à fait. Ils vont pouvoir être jugés différemment, attribués à des périodes différentes, etc., etc. Le mode d'exécution reste généralement le même. Hein. Dans un marché de travaux à l'outil, vous allez retrouver souvent des cœurs de métiers différents, carrelage, plâtrerie, toiture, etc. Alors qu'il peut y avoir aussi des allotissements géographiques avec des quartiers pour la même prestation, des quartiers différents dans la collectivité. Tout ça, ça sera des marchés à part entière. Et il peut y avoir, par exemple, sur un marché, je dis bêtises, d'entretien d'espaces verts, il peut y avoir toute une partie, effectivement, d'aménagement qui peut être proposée à des entreprises, mais il peut y avoir un lot dédié à des personnes réservées pour de la tonte, par exemple. Mm. Parfait, merci. Alors, le point suivant, c'était donc la conformité aux exigences administratives. Alors là, c'est important, surtout pour des procédures dites formalisées, donc qui sont au-delà d'un seuil en fourniture et services de 221 000 euros et de plus de 5 millions sur les travaux. On est sur une irrégularité obligatoire, c'est-à-dire que l'acheteur public, certes, il peut vous demander de régulariser quelques points de détail dans votre offre, mais par contre, il va falloir vous assurer que vous n'avez oublié aucun document, que vous avez répondu conformément à ses attentes, etc. Ça, c'est la régularité, la conformité de votre réponse. Il y a vraiment un gros risque, surtout dans des gros marchés, effectivement, que votre offre ne soit carrément pas étudiée parce que vous avez omis de joindre un mémoire technique, que vous n'avez pas complété entièrement, par exemple, votre bordereau de prix. Un bordereau de prix, il faut savoir qu'il doit être complété dans son intégralité. Si vous avez des lignes sur lesquelles que vous n'êtes pas en capacité de faire ou que vous n'avez pas obtenu le prix, eh bien, il faut le préciser, peut-être dans un document annexe, etc. Mais vous ne pouvez pas laisser un bordereau de prix incomplet, ça peut être irrégulier. Et dans ce cas-là, l'acheteur est en droit, hein, il peut décider de ne pas analyser votre offre ni la classer, donc vous allez être déclaré offre irrégulière.
et vous aurez travaillé pour rien. Donc, faire un petit pointage dans le règlement de consultation de tout ce qu'on attendait de votre part, de vérifier que dans le cahier de charges, s'il y avait des demandes techniques avec des normes particulières, etc., eh bien, vous ayez tout respecté avant de déposer votre offre. C'est important pour ne pas basculer vers ce problème d'irrégularité. Ça nécessite un pointage et quand même une petite rigueur administrative, surtout qu'ensuite tout est dématérialisé, tout est déposé en ligne et une fois que c'est déposé, c'est déposé. Si jamais ça, juste entre guillemets, si par exemple vous avez déposé votre offre informatiquement sur la plateforme et que vous vous rendez compte que vous avez oublié un document, eh bien attention parce que vous ne pouvez pas redéposer en plus ce document. Il va falloir redéposer l'ensemble du document, sinon le dernier document va effacer le premier. C'est déjà arrivé, donc voilà, attention pour ces dépôts de documents. Et ensuite, respectez bien la date limite de dépôt de l'offre. Voilà, il faut savoir que souvent, quand on a une date et heure limite, eh bien, beaucoup d'entreprises se retrouvent en même temps sur la plateforme à vouloir faire des imports de documents. Eh bien, il peut y avoir des bugs informatiques, des retards, des lenteurs. Et si jamais, effectivement, votre offre arrive après l'heure, après la minute près, eh bien, votre offre, en fait, sera écartée automatiquement. Donc, elle ne sera non plus pas analysée. Voilà, donc la rigueur informatique fait qu'aujourd'hui, moi, je vous invite à peut-être anticiper une demi-journée à la réponse. Si vous avez un retour qui est à faire pour 17 heures en fin de journée, eh bien, moi, je pense qu'il est pertinent de pouvoir déposer votre offre avant midi, même jour, pour éviter toute problématique. Ensuite, le point 8, c'est participer aux rencontres préalables et faites-vous connaître. Donc, il y a souvent dans les marchés la possibilité de faire des visites, de faire des entretiens, des cadrages, des sourcings avec les acheteurs publics. Eh bien, essayez d'y aller parce qu'en fait, l'acheteur vous rencontre. Vous n'êtes plus un simple dossier, vous devenez une personne réelle et physique. Vous pouvez poser des questions, échanger avec eux. Il y a certaines réunions ou visites qui sont obligatoires. Dans ce cas-là, effectivement, il faut y aller. Mais même si c'est des visites qui ne sont pas obligatoires, je pense que c'est pertinent pour maximiser vos chances de réussite d'aller rencontrer les acheteurs et d'assister à ces réunions, à ces cadrages. Vous allez toujours apprendre quelque chose que vous n'auriez pas lu dans le dossier de consultation, mais en plus, vous allez valoriser votre image parce que vous démontrez un intérêt certain à l'appel d'offres. Donc, vous allez établir en fait des contacts avec soit les services techniques, soit les personnes qui vont vous faire les visites ou les élus qui sont souvent sur place aussi. Donc, c'est vraiment important. Et pour ce faire, en fait, il faut utiliser la messagerie de la plateforme. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure pour les tests, eh bien, quand on demande des visites obligatoires, souvent, il faut s'inscrire, envoyer un mail et faire savoir que vous avez l'intention de répondre et de participer à la visite. Et du coup, vous avez commencé à établir le contact avec eux. Et ensuite, il faut vraiment vous mettre dans la tête qu'un acheteur public, il est content d'avoir des questions-réponses et il n'y a jamais de questions bêtes. Et au contraire, ça montre vraiment un intérêt et lui, il est rassuré à savoir que vous allez potentiellement répondre à sa consultation. Aujourd'hui, contrairement à quelques années en arrière, les acheteurs publics ont de plus en plus de difficultés à recevoir des offres. Il y a de moins de propositions, de moins en moins d'offres. Donc, on est vraiment heureux quand on voit qu'il y a une multitude d'entreprises qui sont intéressées, qui posent des questions et qui viennent aux visites ou aux réunions. C'est vraiment très, très valorisant. Stéphanie, je me permets de vous recouper à nouveau. Je profite donc de l'échange pour mettre le lien LinkedIn. Vous pouvez ainsi avoir connaissance de toutes les rencontres qui sont organisées par le pôle commande publique Grand Est. Dernièrement, on a eu 2 événements à Châlons en Champagne sur des rencontres acheteurs. Donc n'hésitez pas, il y en a encore une autre qui est prévue le mercredi de la rentrée à la Foire de Châlons. Donc n'hésitez pas à participer à ces rendez-vous d'affaires. Et voilà, je vous remets le lien LinkedIn. N'hésitez pas donc à suivre les actualités du collectif. Merci. Merci. Alors, le point suivant, c'est travailler votre prix. Alors, pourquoi parce qu'il y a 2 choses sur ce point-là. Le premier, c'est vraiment en fait, si jamais on vous annonce dans le dossier de la consultation qu'il n'y aura pas de négociation, eh bien, il faut que le prix que vous allez transmettre soit le meilleur prix que vous allez pouvoir proposer à votre acheteur. Tout en, bien entendu,
vérifiant le délai de validité de votre offre, qu'elle soit cohérente avec les prix de vos fournisseurs. Si vous êtes dans le cas d'une fourniture épouse et que vous n'êtes pas fabricant, par exemple, eh bien, vous allez chercher auprès de vos fournisseurs des prix que vous allez ensuite reproposer aux acheteurs. Eh bien, il faut vous assurer déjà que les prix, la validité des prix que vous a proposé votre fournisseur est cohérent avec les délais d'attribution du marché. Et puis, que voilà, si vous avez un pourcentage, un critère de sélection sur le prix qui est fort, vous savez que l'acheteur attend un prix. Donc, il va falloir effectivement pouvoir trouver ce fameux juste prix tout en vous garantissant, vous, la sécurité du prix que vous allez transmettre, hein, pour ne pas vous mettre en défaut. Donc, sur ce point-là, quand vous voyez dans un dossier de consultation, dans le règlement de la consultation, qu'il est prévu un échange, une négociation, eh bien, essayez d'en garder un petit peu sur le pied parce que l'acheteur, il va attendre de vous un échange, une discussion sur ses prix, etc. Et voilà, je pense que ça vaut le coup de toujours pouvoir lui refaire un petit effort à la fin, suite à cette négociation-là. Il y a toujours une satisfaction de l'acheteur d'avoir négocié, obtenu une offre un petit peu plus intéressante. Donc, en fait, essayez un petit peu d'analyser ce dossier de consultation et de voir si l'acheteur attend une étape de négociation ou pas, pour essayer de vous fixer le prix le plus juste possible. Ensuite, je voulais quand même vous dire que attention aux offres dites anormalement basses. Alors, elles sont quand on a plusieurs offres, effectivement, quand une offre est à peu près 50% moins élevée que la moyenne des autres offres, on peut la considérer comme anormalement basse. Et dans ce cas-là, l'acheteur va pouvoir vous demander, il va revenir vers vous en vous disant « J'ai considéré votre offre anormalement basse, merci de confirmer, de justifier qu'il n'y a pas d'erreur de tarification, etc. » Si jamais vous avez fait une erreur de chiffrage ou que ce n'est pas correct, vous allez pouvoir la rectifier, mais dans l'autre cas, eh bien, vous allez être éliminé parce que offre anormalement basse. Ça, c'est une des règles de la commande publique. Il faut l'avoir à l'esprit. Si jamais vous avez décidé d'attaquer fort et de mettre des prix bas parce que vous avez vraiment l'intention de décrocher ce marché-là et que vous avez besoin de faire travailler vos équipes, par exemple, etc., eh bien, préparez l'argumentation qui va justifier le fait que vous allez avoir un prix plutôt bas. Ensuite, le 10e et dernier point, c'est quand même persévérer. Pourquoi? Parce que sur des appels d'offres où vous allez répondre, sur une dizaine d'appels d'offres répondus, vous allez peut-être en avoir un de gagné. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais il faut multiplier en fait vos réponses aux appels d'offres pour pouvoir rentrer dans cette dynamique-là. Et si jamais vous n'avez pas remporté cet appel d'offres, eh bien, sachez que vous pouvez aussi demander ce qu'on appelle des informations complémentaires. C'est dès que vous avez reçu votre notification qui vous indique que malheureusement, vous avez été classé deuxième ou troisième et pas premier, eh bien, le beau côté de la commande publique, c'est qu'on est dans une grande transparence des analyses. Donc, en fait, l'acheteur va pouvoir vous transmettre les rapports d'analyse, vos notations, les explications de pourquoi et comment il a jugé votre offre. Et ça, c'est super. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir apprendre de ces analyses-là et pour la prochaine réponse que vous allez faire, vous allez pouvoir modifier vos réponses, connaître vos concurrents, vous dire, ben voilà, par rapport au prix ou par rapport aux produits que j'ai pu proposer, eh bien, mes concurrents se sont placés différemment que moi. Pourquoi? Et peut-être voilà, rectifier un petit peu le tir pour à chaque fois vous améliorer dans chacune des réponses. Donc, en fait, même si vous ne remportez pas un appel d'offres, vous allez quand même, en ayant répondu, pardon, et en vous étant proposé candidat, eh bien, vous allez pouvoir connaître en fait le marché qui est le vôtre et pouvoir savoir comment les autres entreprises se sont positionnées, qu'est-ce qu'elles ont proposé, quel calendrier, etc. Il y a bien évidemment des informations qui ne sont pas communicables, vous n'aurez pas toutes les informations, mais ce qui est vraiment transmis aux candidats, voilà, il y a vraiment matière à travailler, vous apporter quelque chose pour vos prochaines réponses. Stéphanie, je crois que nous avons une question. On a une main levée. Je vous écoute. Yorick, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce qu'on a une sorte de liste ou de script des documents qu'on peut demander, ou tout du moins qu'on peut s'attendre à recevoir pour nous guider? Alors, dans quel sens? À recevoir de la part, que vous allez être amené à communiquer à l'acheteur public dans les réponses, c'est ça? Non, en cas de, enfin, je vous cite un exemple concret. Oui. On répond
plus beaucoup aux appels d'offres parce qu'effectivement, comme vous le disiez, le taux d'échec est relativement élevé et l'impact administratif est Mmh. relativement lourd. Oui, Et par exemple, il y a un marché sur mon territoire, un territoire proche, c'était tellement orienté le cahier des charges qu'on ne peut répondre qu'avec une seule marque, avec un seul modèle et donc on a tous répondu avec la même marque et le même modèle. On a tous fait oui, les mêmes cotations avec la même quantité chez le même fabricant. Et du coup, moi, par exemple, ça me chagrine quand j'ai moins de points que mon petit camarade sur le choix du matériel, alors qu'on a tous répondu avec la même marque et le même modèle. Et oui, ça me chagrine aussi quand, j'ai fait le calcul, hein, dont vous parliez tout à l'heure avec ma note sur le tarif, oui, avec mon pourcentage et quand je tombe sur un prix de vente ou un prix d'achat, en tout cas pour la commande publique, qui est en dessous du prix d'achat chez le grossiste pour les revendeurs comme nous et que je demande des documents et qu'en gros, on me balade, ça a le don de m'agacer un petit peu et après, bah, on s'étonne mmh, qu'on ne réponde plus à des commandes publiques. oui. Je ne sais pas si ce qu'on m'a envoyé, c'est suffisant. Je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, c'était justifiable, hein, mais sauf qu'en fait, le flou amène un doute. Oui, je comprends. Alors, je vais vous répondre en 2 temps. Le premier, par rapport aux marques, aux orientations, je dirais, des cahiers de charges dans la commande publique, il peut y avoir 2 choses. La première, vérifiez bien qu'on vous autorise aux équivalents, aux variantes et cetera. Si c'est le cas, c'est souvent parce que l'acheteur, en fait, n'était pas en capacité de construire lui-même un cahier de charges et qu'il s'est appuyé sur le devis d'un fournisseur et puis qui malheureusement ne l'a pas beaucoup standardisé et qui a amené à tout ça. Ça peut être une des cas de figure et qui est régulièrement vue. Par expérience, je peux quand même vous dire que c'est courant, c'est que ce n'est pas forcément une volonté de l'acheteur d'avoir telle marque, mais par contre, elle s'est appuyée sur un fabricant, un fournisseur voilà, pour diriger son appel d'offres ou expliquer ce qu'elle veut, mais que ce n'est pas forcément son attente principale. C'est plus un défaut d'écriture du marché public. Ça peut être le premier cas de figure. Le second, dans le cas effectivement où c'est très orienté, très fermé et qu'il n'y a pas de variante autorisée, attention parce que je vois quand même déjà là une problématique parce que normalement, on doit être dans, enfin, l'essence même d'une commande publique, c'est de pouvoir ouvrir à plein de possibilités de réponses et plein d'offres différentes. Donc le fait ensuite de vous avoir amené chez, voilà, tous chez le même fabricant et d'avoir des différences de prix alors que vous avez, enfin, pas de prix, mais de notes, si vous avez tous proposé le même matériel, et cetera, ça mérite effectivement d'être creusé dans les informations complémentaires. Et là, je pourrais vous transmettre les documents. Il existe un site qu'on appelle la CADA, CADA, et qui vous donne les documents transmissibles par les acheteurs publics à l'issue en fait d'un appel d'offres. Et vous verrez que ces documents-là, ils vont relativement loin et vous allez pouvoir normalement, en analysant et en ayant le bon regard, comprendre pourquoi vous avez eu ces notations-là et savoir si l'acheteur a correctement jugé ou pas. Parce que si ce n'est pas le cas, s'il a mal jugé ou mal noté, eh bien, vous avez quand même aussi la possibilité ensuite de faire un recours parce qu'il se peut qu'il y ait eu un vrai problème de notation. C'est tout à fait possible, ça arrive aussi. Mais il existe une liste avec un bon nombre de documents. OK, merci. Alors pour vous répondre, le fait qu'on spécifie un produit ne me dérangeait pas, si vous voulez, que l'acheteur, il uniformise un parc quand il vient faire un complément de commande, sur quelque Oui, chose d'existant, ça me choque pas, en fait. Même si c'est pas forcément la marque que nous, on a l'habitude de travailler, avec le fournisseur avec lequel on a l'habitude de travailler, ça ne me dérange pas. Que mon confrère, il soit 5 moins cher parce qu'il bosse cette marque toute l'année et il en oui, écoule une quantité et qu'il ait une remise qui est légèrement supérieure à la mienne chez le grossiste, ça ne me dérange pas, c'est une bonne guerre. Mais l'écart était tellement important, heu heu et la réponse était tellement floue, oui, heu, que c'est agaçant, en fait, et du coup, on est je découragé et comprends.
Et je comprends complètement, on le voit souvent, mais c'est pour ça qu'on fait un travail autant auprès des acheteurs que des entreprises, parce que il peut y avoir aussi voilà, des problèmes d'analyse, de notation ou de compréhension des offres. Et effectivement, cette possibilité qui est laissée aux candidats d'aller chercher les informations complémentaires et comprendre comment ils ont été notés, eh bien, mérite d'être appuyé, d'être creusé parce que il peut soit amener à un recours et une modification de ce classement-là, soit effectivement vous apprendre, vous, à répondre différemment pour expliquer ou mieux présenter votre offre. Après, peut-être pour compléter, si je peux me permettre, peut-être Yorick, ce sont aussi des hommes et des femmes derrière qui font les appels d'offres et il peut aussi y avoir des références qui peuvent être demandées qui soient obsolètes aussi, ça peut arriver. Oui. Donc on n'est pas non plus aussi à l'abri d'erreurs purement humaines aussi qui peuvent être compliquées par la suite, quoi. Mais ça peut aussi. Voilà. Je l'entends bien et ma casquette d'élu local la comprend aussi puisque j'ai malheureusement des fois à faire l'inverse. Mais je pense qu'il faut prendre enfin, quand c'est un peu trop gros, c'est certainement qu'il y a un problème. On n'est pas expert en tout, hein. Je suis dans une petite commune et on achète des mini-pelles, des ordinateurs, enfin des trucs qui ont rien à voir et dont on n'a pas de connaissances. Donc là, je comprends le fait de s'appuyer parfois sur un fournisseur local, et cetera. Il y a pas de souci et on n'est pas les derniers à aller choper l'appel d'offres de la mairie d'à côté quand ils ont acheté l'année dernière la même chose que ce qu'on a besoin. Mais en fait, c'est le manque de réponse qui, pour moi, me pose le plus problème, en fait. Après, peut-être via aussi les événements, se faire connaître, etc., on peut aussi deviner les endroits sur lesquels on sera plus facilement accueilli pour rentrer aussi, hein. Voilà, ça fait partie aussi des critères qui peuvent être se dire ça sert à rien de perdre notre temps à consacrer et à répondre sur un appel d'offres si on sait que derrière on n'aura pas De chance de de chance, quoi. réalité. Vous parlez L'analyse vraiment du dossier de la consultation, il est hyper important pour faire un go, no go, quoi, vraiment. On a répondu, j'espère, à Yorick à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'Assemblée sur cette première partie? Ah, Stéphane, j'ai peur de me tromper dans la prononciation de votre nom. Je vous laisse la parole. Ouais, ma question, elle était dans le chat, en fait. C'est est-ce qu'on peut Ah. obtenir l'analyse des offres lorsqu'on a remporté l'appel d'offres? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on ne le reçoit pas systématiquement? Enfin, en tout Non, cas, alors, jamais systématiquement. Vous allez, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Vous allez simplement avoir la bonne nouvelle, effectivement, d'avoir remporté votre appel d'offres, mais vous n'aurez jamais automatiquement le rapport d'analyse des offres. Donc, il est tout à fait possible de le demander. Il faut passer par la voie officielle avec un courrier. Il arrive même que des candidats qui n'ont pas participé à l'appel d'offres a posteriori demandent des informations complémentaires. C'est autorisé également. merci. Je vous en prie. On a d'autres questions? Non, bah écoutez, merci Stéphanie. Pas Je vous en prie. pas facile de résumer en si peu de temps, mais encore bravo pour l'exercice très réussi. On va laisser la parole à Stéphane. Stéphane, si tu peux enchaîner sur. Est-ce que vous voulez que j'arrête le partage et vous reprenez la main ou c'est bon? On va le laisser effectivement. Stéphane, il va reprendre le partage sur sa partie. Comme ça, il aura la main. Merci encore, Stéphanie. Je vous en prie. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on Je t'entend pense très que bien, oui. Alors, Stéphane. je vais essayer de partager mon. Essayer de partager, peut-être en profiter pour commencer par te présenter. Ouais. Alors, je vais juste. On doit te retrouver à la slide 14. Ouais. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux.
Parfait. C'est bon là? Ouais, c'est bon, Est-ce que vous Stéphane, voyez on en plein t'entend, on écran? voit Parce que bien. moi, je ne vois pas mon écran en fait. Si, on voit très bien. Tu es à la slide. Par contre, tu es sur l'une des dernières slides. Voilà, là, on doit être bon. Là, tu es pas mal, effectivement. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Ouais, Voilà. super, merci. Donc, alors, excusez-moi pour ces petits réglages On va pas techniques. de soucis, Stéphane. Voilà, donc Stéphane Pastor, chef de projet commande publique dans l'agence d'innovation et de prospection internationale de la région qui s'appelle Grand Innov Plus. Donc, au sein de Grand Innov Plus, on a notamment en charge de l'animation du dispositif régional autour de la commande publique, avec notamment l'animation et le pilotage du réseau commande publique Grand Est que Olivier vous a présenté en introduction. Donc, ce dispositif aujourd'hui, il a 2 objectifs majeurs qui est de faciliter l'accès des entreprises à la commande publique et qui est aussi de favoriser le dialogue entre les entreprises et les acheteurs publics du territoire. Aujourd'hui, ce réseau, il est composé d'un certain nombre de partenaires, dont vous voyez les logos qui s'affichent à l'écran, qui sont organisés territorialement pour accompagner les entreprises sur toutes les questions de commande publique. Au niveau des activités, c'est somme toute assez classique, ce qu'on fait. On a beaucoup de webinaires, d'ateliers d'information, de coaching qui sont organisés par les différents partenaires, que ce soit, la chambre de métier, que ce soit les agences de développement économique ou, le réseau des chambres de commerce. Mais on a aussi mis en place un certain nombre d'outils, que certains d'entre vous doivent connaître certainement. On a la plateforme Apogée dont je redirai 2 mots tout à l'heure, mais on a aussi rédigé quelques guides, qui sont en ligne sur notre site internet. Vous aurez également l'adresse du site, en fin de présentation. Et on organise très régulièrement des rencontres acheteurs entre des entreprises et des acheteurs publics, avec pour objectif effectivement que chacun des 2 publics puisse se rencontrer, échanger, discuter, se faire connaître, pour, à terme, mettre en place des relations, partenariales, et puis pour que les deux publics se connaissent mieux. Vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous faire connaître, comme, l'a précisé Stéphanie, et Olivier à plusieurs reprises dans la présentation, mais aussi pour les acheteurs de découvrir peut-être des nouvelles solutions techniques, découvrir des nouvelles entreprises du territoire qui seraient, à même, de répondre à leurs consultations, de faire du sourcing global. Donc ces rencontres sont assez intéressantes, importantes, et on en organise régulièrement. Olivier a fait mention d'une dernière rencontre à Châlons, il y a 15 jours, 3 semaines, autour des bailleurs sociaux. Et j'en profite pour vous redire qu'au mois de septembre, on organise la grande journée de la commande publique sur la foire de Châlons, dont Olivier donnera peut-être quelques détails tout à l'heure. Et je vous invite vraiment à venir y participer, parce que c'est des moments forts où vous pouvez échanger, discuter et rencontrer potentiellement vos futurs clients. Pour vous accompagner de manière très, très proche et de proximité, on a aussi déployé un réseau de points info commande publique. Donc ce sont des personnes qui sont, à votre disposition dans les différentes, organisations, membres du réseau commande publique Grand Est, et qui peuvent répondre à vos questions. Alors que vous soyez, je dirais ressortissant de la chambre de commerce ou de la CMA, vous avez des contacts au sein de ces organisations. J'ai affiché là sur l'écran les différents contacts. Chez Marne Développement également. Vous avez également la CRES, qui est plutôt sur le côté des volets social, avec Flavie Fouchard, un contact également qui peut vous accompagner sur ces questions euh, de clause d'insertion, mais également tout ce qui est attrait autour de l'économie sociale et solidaire. Et puis, bien entendu, chez Grand Innov Plus, moi, je suis aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, c'est un dispositif qui est implanté localement, qui est à votre disposition. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. On peut répondre à vos questions. Et si on n'a pas directement la réponse, on va pouvoir vous orienter vers des ressources qui pourront vous accompagner sur des questions très techniques de réponse, comment rédiger mon mémoire technique, de compréhension d'un dossier de réponse, mais aussi sur des choses un peu plus techniques comme le dépôt de facture sur Chorus Pro, par exemple. Donc on a pas mal de cordes à notre arc, si je puis dire. Et donc c'est un dispositif qu'il faut vraiment utiliser.
et mettre à votre disposition. Le site internet commandepublique-grandest.fr, c'est la porte d'entrée de tous les événements, et puis des ressources que je vous ai indiquées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être informé des événements sur le territoire, mais aussi à l'échelle du Grand Est qui pourraient vous intéresser. Et enfin, je vais rapidement vous parler d'Apogée. Alors plutôt que vous en parler, je vais peut-être repartager mon écran sur l'outil Apogée, et pour pouvoir vous faire une petite démonstration très rapidement, si Olivier me le permet. Alors, on va rapidement. Non, bien sûr, au contraire. Tac. Donc, j'en profite pendant que tu cherches les outils, Ouais. à moins que tu aies ça sous la main. Non, c'est bon. Là, normalement, vous devriez c'est voir bon? mon Allez. écran là. Du coup, voilà. Donc Ouais. Apogée, hein, l'adresse internet apogée.org, bah, c'est une plateforme en fait qui va regrouper l'ensemble des appels d'offres qui sont publiés à l'échelle du Grand Est, ou par les acheteurs publics du Grand Est, ou qui va recenser les marchés qui sont exécutés dans le Grand Est, hein, essentiellement par les services de l'État, par exemple. Et on va pouvoir très facilement faire des recherches. Si ici je coche le département de la Marne et je veux, on va prendre un mot-clé assez simple, tous les appels d'offres qui contiennent le mot peinture, je vais simplement lancer la recherche et les résultats vont s'afficher. Et ensuite, simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran, je suis redirigé vers le profil acheteur. Parler Stéphanie, où vous allez pouvoir télécharger les pièces de la consultation et ensuite répondre au marché si vous le jugez pertinent et intéressant. Bien entendu, on peut alors, je suis connecté avec mon compte, hein, donc vous pouvez vous créer, je vais me déconnecter. Vous pouvez vous inscrire ici, en remplissant ce petit formulaire, ou simplement, vous connecter avec vos identifiants et vos mots de passe, et du coup, vous pouvez créer des alertes, hein. Donc si je reprends l'exemple avant, Marne peinture, voilà, je peux simplement lancer la recherche, et si j'estime qu'elle est pertinente, je peux simplement, en cliquant ici, l'enregistrer comme une alerte, et voilà, elle s'est créée comme une alerte aujourd'hui, et je vais pouvoir du coup bénéficier d'alertes mail qui vont directement m'informer des derniers marchés remportés. C'est assez simple à prendre en main, assez facile, et comme vous voyez, vous pouvez créer autant d'alertes que vous voulez. Autre fonctionnalité qu'on a mis en place, et c'est un peu pour ça que je voulais vous faire la démo, c'est la partie projet d'achat. Donc l'idée, C'est facile et gratuit. voilà, est gratuit, ouais. Je Mhm. l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est facile et gratuit. Et donc du coup, l'autre intérêt de Apogée, c'est qu'on va retrouver aussi, pour un certain nombre d'acheteurs publics, des projets d'achat. Donc si vous cliquez sur projet d'achat, vous allez arriver sur la même interface, hein. On va afficher tous les projets d'achat qui concernent la Marne, par exemple, hein. Je vais par exemple taper Reims, et vous voyez qu'ici, par exemple, on a 92 projets d'achat qui concernent Reims, et en particulier des projets d'achat publiés par la communauté urbaine du Grand Reims et la ville de Reims. Donc là aussi, vous pouvez facilement essayer de vous projeter sur les futurs marchés qui vont arriver. Et ce qui est intéressant, notamment auprès de la communauté urbaine du Grand Reims, c'est que si vous cliquez sur le projet d'achat, vous avez des détails sur le marché, mais surtout une adresse mail qui va vous permettre de les contacter en amont de la consultation pour avoir éventuellement plus d'informations sur le marché qui va être sorti. Donc là, on en a actuellement 92 en ligne, et vous voyez qu'ils sont classés par date de consultation prévue, hein. Alors ça reste des projets, ça peut bouger, ça peut évoluer. Mais en tout cas, en termes d'anticipation de marché, vous avez un outil ici qui vous permet peut-être de mieux vous préparer, et justement d'avoir une visibilité sur les prochains marchés qui vont être publiés. Alors nous, au sein du réseau, on travaille à ce que de plus en plus de collectivités d'acheteurs publics mettent en ligne leurs projets d'achat, puisque c'est plutôt sur la base du volontariat et de la volonté des acheteurs publics d'être plus transparents et de mieux communiquer sur leurs intentions d'achat. Donc c'est un dispositif qui est en train de grossir, et on espère à terme ramener le maximum d'acheteurs autour de cet outil Apogée. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter, à revenir vers nous
Olivier, Angelina, sur vos contacts chez Marne Développement, mais j'ai vu qu'il était aussi présent ce matin Valentin Nicotra de la CMA et Sofiane Vidiri également de la Chambre des métiers, et que Flavie Fouchard, il me semble, est connecté aussi. Donc, faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. On est à votre disposition sur toutes vos questions commande publique. Et voilà, je m'arrêterai ici. Olivier, je te relaisse la parole. Ouais, merci Stéphane, merci Stéphanie. Donc, en plus, donc pour terminer, c'est vrai que les marchés publics, ça représente pour les entreprises et ben, notamment là avec les projets d'achat, c'est vraiment un angle très intéressant puisque en termes de projection d'activité, c'est très pertinent pour vous pour vous organiser, pour préparer et planifier tout ça. Et puis ça vous donne aussi une lisibilité puisque les marchés sont la plupart du temps sur plusieurs années. Donc derrière, en termes de pérennité d'activité, c'est quand même très très intéressant. Et puis il faut le dire, ça reste quand même de très bons payeurs. On est toujours sûr d'être payé. Donc, ça reste aussi le nerf de la guerre. Donc, c'est hyper important de le souligner. Je profite et je termine juste par la rencontre acheteur, le prochain événement donc à la foire de Chalon qui aura lieu le mercredi 4 septembre. Je vous mets les informations dans la conversation. En matinée, donc matinée d'information sur les marchés publics, hein, ça va être à peu près dans le même style que ce webinaire. Et l'après-midi, nous serons sur des rendez-vous d'affaires, sur un format court, hein, 10 minutes, un quart d'heure, en mode un petit peu speed dating ou échange de cartes de visite, prise de contact. Et voilà, l'intérêt, c'est de se présenter les nouvelles solutions, nouveaux outils, hein, dont a parlé Stéphane tout à l'heure. Possibilité de rencontrer donc plusieurs acheteurs publics sur la même après-midi, puisque l'année dernière, nous étions une dizaine d'acheteurs publics présents, plus voilà, il y avait une dizaine d'acheteurs publics et des opportunités de marché pour tout le montant, je l'ai dit, et ce sera effectivement ouvert à tous, oui, c'est ouvert à tous, absolument tout le monde, voilà. N'hésitez pas, les présentations donc nous vous seront envoyées donc dans la journée, et puis le replay sera disponible d'ici quelques semaines sur notre page YouTube, le temps qu'elle soit retravaillée, enfin coupée aux bonnes dimensions. Voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Je vous remercie à tous pour votre participation et encore un grand merci à Stéphanie et Stéphane. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.